Une conférence impro et digression. Le concept est le suivant. C'est une vraie conférence, donc je ne vais pas prendre de questions du public avant la fin, je ne vais pas transformer ça en FAQ. Et je n'ai rien préparé. Et il faut que je tienne. Voilà. C'est un exercice, on va voir. Hein. Et je me suis juste autorisé un point d'entrée, je vais vous raconter ça, vous allez voir, juste pour éviter le malaise du début. Si par exemple je reste silencieux, au bout de quelques secondes, va s'installer un malaise. Yes. Belle démonstration, franchement. Ah, il est en train d'y penser. Voilà, donc évidemment il faut éviter ça. Alors, mais cela dit, ça pourrait être intéressant de savoir ce que c'est que le malaise, pourquoi il y a ça, parce que pour le coup, en plus c'est un truc qui est très complexe, le malaise, j'avais étudié ça il y a quelques temps. J'en ai pas fait de vidéo parce que j'avais rien trouvé de très percutant sur le sujet, mais le malaise en fait c'est vraiment deux choses en même temps. C'est une émotion d'abord qui est très très forte, donc c'est très très archaïque, hein, c'est hypothalamus la totale, c'est vraiment un truc qui est vraiment ancré profond en termes, alors c'est un mélange de honte, de peur, de colère, de tristesse, enfin c'est un mélange de plein de trucs. Et il y a toute une partie qui est ultra culturelle. Le malaise c'est très souvent un truc culturel. Je vais prendre un exemple tout con, voilà, vous êtes sur le point de rencontrer vos futurs beaux-parents, au moment de serrer la main de votre futur beau-père, vous lâchez une grosse caisse. Vous avez, voilà, mais c'est que culturel, vous êtes avec des potes, vous lâchez une caisse, c'est pas grave. Et si c'était culturellement admis, vous aurez peut-être genre, pouf, les beaux-pères, genre. Bien joué, Ouais. mec. Vous connaissez cette pub là pour le chewing-gum? Je sais plus si c'est pour Fridan, pour je sais pas quoi, où il y a un couple qui est en train de se faire des trucs sur un lit, ils sont en train de se dessaper, puis d'un coup ça frappe à la porte, et c'est deux jeunes, hein, ils ont genre 16 piges, et il y a la meuf qui fait « Oh, c'est mes parents, mes parents !» L'autre il se lève, et pendant qu'elle se rhabille, il est en calfouette comme ça, il va ouvrir la porte, il prend un chewing-gum, il ouvre la porte, il fait « Bonjour, moi c'est Tom !» Et il y a le père qui est là, qui fait genre... C'est pas possible. Hein, voilà. Et donc pour éviter le malaise, je me suis autorisé un point d'entrée, c'est de commencer par une blague. Mais pour pas que ce soit trop facile, j'ai pris une blague qui n'est pas drôle. Je vais vous expliquer ça. Oui, parce qu'il faut savoir un truc, oui, pardon. L'improvisation, ça va peut-être pas sembler naturel à tout le monde, mais il faut me croire sur ce truc-là, c'est plus vous avez de contraintes, plus c'est facile. Ça peut sembler contre-intuitif comme ça, mais voilà, si je vous dis par exemple, racontez-moi une histoire, n'importe quoi, vous risquez d'être coincé. Si je vous dis, attention, il faut que la première phrase commence par un A, la deuxième phrase commence par un B, la troisième phrase par un C, etc., jusqu'à Z, là d'un coup vous êtes sur des rails, ça va être beaucoup plus facile. Et bien sûr, tout le monde va vous entendre sur le K, le X, le W, voilà, c'est rigolo. Donc moi, là, j'ai essayé de me donner vraiment le minimum de contraintes, c'est juste, je commence par une blague, mais une blague pas drôle, parce que j'aime deux types de blagues. J'aime les blagues qui sont très très drôles, et les blagues qui sont pas drôles. Mais attention, parce que dans les blagues pas drôles, il y a des blagues qui sont juste pas drôles, et il y a les blagues que j'aime bien qui sont pas drôles, c'est celles qui, au lieu de vous faire ah, vous faites genre, ah. Donc je vais commencer par ça, et on verra où ça va nous mener. C'est un type qui rentre dans un bar, parce qu'il a soif. L'ambiance. Alors, c'est un type qui rentre dans un bar parce qu'il a soif, il va voir le barman, il fait barman, j'en peux plus là, s'il te plaît, sors-moi un demi de pression. Le barman fait je suis désolé, la machine à pression marche pas. Je peux vous sortir une bière en bouteille si vous voulez. C'est 4 €. Il fait bon, bah, allez-y. Et au moment de décapsuler, il a fait attendez. Vous avez du coca en bouteille aussi? Je fais oui. C'est combien? 4 € pareil. Bah, changez-moi la bière contre un coca plutôt. Le gars range la bière, il sort le coca, décapsule le coca, le mec se siffle son coca, il pose le coca, il se lève et il va pour partir. Barman fait attendez, vous avez pas payé le coca? Il dit non mais le coca je l'ai échangé contre la bière. Il dit ouais mais vous avez pas payé la bière non plus. Il dit mais la bière je l'ai pas bu. Oh là là. J'adore cette blague. C'est une de mes blagues préférées alors qu'elle est pas drôle. Et ce que j'aime dans cette blague c'est le fait que bon, tout le monde a compris l'astuce du truc, mais en vrai tout ce que dit le mec est vrai. Il a échangé le coca contre la bière, et la bière, il l'a pas bu. Non, grosse ambiance quand même ce soir, hein, on peut le dire, voilà. On est chaud. Et, bah, ça y est, du coup, c'est bon, j'ai le wagon d'après, voilà. Parce que cette blague, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Et ça me fait penser à un vieux débat sur lequel je vais arriver, mais pour arriver à ce débat, c'est bien, ça va m'occuper un quart d'heure, là, je pense. Là, je suis tranquille pendant un quart d'heure. Pour arriver à ce débat, il faut d'abord que je vous parle de Rachmaninoff. Ceux qui me suivent depuis longtemps sur les réseaux sociaux savent que j'aime beaucoup Rachmaninoff. Sinon, bah voilà, vous le savez, j'aime beaucoup Rachmaninoff. Alors, il faut que je vous raconte un tout petit peu l'histoire de Rachmaninoff.
Et je vais parler du deuxième concerto de Rachmaninoff. Tout le monde là, c'est bon, tout le monde le connaît? Évidemment, oui. Non? Le deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff. Vous connaissez la chanson All by Myself? Oui. C'est le deuxième concerto de Rachmaninoff. C'est voilà, c'est très tout ça c'est Rachmaninoff. Voilà. Parce que Rachmaninoff est mort, je crois, en 43 ou en 47, je sais pas, si j'avais préparé, je saurais, mais voilà. Et donc en fait, toutes ces musiques sont dans le domaine public. Donc si vous voulez utiliser du Rachmaninoff, vous pouvez, à condition que vous le jouiez vous-même. Parce que les interprètes, eux, ont aussi des droits. On s'en fout. Alors, Rachmaninoff, donc, c'était un pianiste qui était très 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 bon. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de sa famille, même si elle est très intéressante. Ce qui est important, c'est voilà, il est au conservatoire de Moscou, et il a un prof, je ne sais pas du tout son nom, excuse-moi, c'est quoi ton prénom? Adèle. On va dire que le prof s'appelait Adèle. Voilà. Et donc, ce prof, donc Adèle, était très réputé à Moscou. Il connaissait tous les grands compositeurs, tout ça. Et ce qu'il avait, c'est quand il avait des élèves qui étaient très très brillants, il les faisait vivre chez lui, ultra cringe, hein. Mais bon, c'était comme ça. Et donc ils avaient une discipline de ouf, c'est-à-dire qu'à 6h du matin, ils étaient devant le piano en train de faire les gammes et les machins, etc. Et en contrepartie de ça, de temps en temps, il avait chez lui, pour des soirées, il avait Tchaïkovski ou des mecs de ce niveau-là. Et puis il faisait faire des récitals à ses élèves. Et à l'époque, je pense, Rachmaninoff doit avoir 12 ans. Et il fait, il joue au piano devant Tchaïkovski, dont j'ai oublié le prénom, Jean-Jérôme Tchaïkovski, voilà. Et il joue ses morceaux, et Tchaïkovski, c'est son idole, mais de ouf. C'est comme si moi, maintenant, je rencontrais Kubrick ou Prince. Ouais. Merde. Voilà. Donc c'est son idole, et il joue, et puis il commence à discuter un petit peu, et puis Tchaïkovski va avoir ce mot un petit peu malheureux, parce qu'il devait être très con, je pense. Il lui dit t'es un super pianiste, mais attention, on ne peut pas être un bon compositeur quand on est pianiste. D'accord. Prends ça dans ta gueule. Sergueï qui a 12 ans. Et donc du coup déjà ça va le mettre un peu mal le Sergueï. Et bon, il va continuer de faire ses cours, tout ça. Il va à 15 ans sortir un morceau qui est un tube dans toute la Russie, qui s'appelle L'île aux morts, que vous avez tous entendu. Vous savez pas que ça s'appelle comme ça, je vais pas vous le faire parce que la musique c'est genre... Ça va rien vous dire comme ça, mais vous l'avez tous entendu ce truc-là. Et c'est un tube, le gamin il a 15 ans, il fait un truc qui s'appelle L'île aux morts. Ouh, grosse ambiance chez les Rachmaninoff, hein. Voilà. Et suite à ça, il va faire son premier concerto, il va écrire son premier concerto, qui est une merveille, qui a été pendant très longtemps la musique de Apostrophe, l'émission de Pivot, là. Vous voyez ou pas? Ok. Et donc, bon, jusque-là, tout lui réussit, tout se passe bien, et il écrit sa première symphonie. Attention, première symphonie, ça veut dire c'est sans piano. Sa première symphonie, il n'y a pas de piano. Donc c'est la première fois qu'il fait une composition pour un orchestre où il n'y a pas de piano. Une grosse pression pour lui. Et le jour de la première, le chef d'orchestre est bourré. Mais raide. Il est complètement, il est rond comme une boule, c'est impossible. Ce qui fait que le truc est un échec total. Tout le monde trouve que c'est nul à chier. À tel point, je la connais même pas, la première symphonie, je l'ai même pas écoutée, ça m'intéresse pas, je m'en fous, c'est des concertos. Et donc il part dans une grosse dépression, parce que parallèlement à ça, il a aussi vécu chez son cousin, et il est tombé amoureux de sa cousine, et il veut l'épouser, sauf que l'église orthodoxe dit, bah non, tu peux pas marier ta cousine, voilà. Enfin c'est un peu, en Russie à l'époque, on est à peu près contemporain de Mendeleïev à cette époque, si vous vous rappelez, l'autre qui voulait épouser la gamine de 12 ans alors qu'il était déjà marié, l'église orthodoxe, on va se calmer un petit peu. Et donc il part dans une grosse dépression. Et il va rencontrer un gars, un Français, qui s'appelle Nicolas Dalle. Pour la petite anecdote, c'est l'arrière-grand-oncle d'un de mes beaux-frères, on s'en fout. Mais voilà, c'est pour l'info. Moi c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire de ce mec-là. Nicolas Dalle, qui en fait est... alors, ça va être ridicule ce que je vais dire, mais à l'époque c'était sérieux. Le gars est neurologue, hypnotiseur, magnétiseur. Parce qu'à l'époque on savait pas que magnétiseur c'était de la merde. Voilà, donc on a appris depuis. Et donc, ce gars a appris à faire de la psychothérapie par l'hypnose et tout ça, et en fait, ce qui fait ressemble énormément à aujourd'hui ce qui s'apparenterait à mi-chemin entre la psychanalyse et la psychothérapie, tout simplement. Et il va donc s'occuper de la dépression de Rachmaninoff, c'est une grosse dépression, hein, c'est pas une petite déprime. Il bouffe pas, il dort tout le temps, il a envie de mourir, enfin voilà, c'est vraiment, il est vraiment dans le bad. Et Nicolas Dalle va au bout d'un moment lui dire « Rappelle-toi, Sergueï,
tu as promis il y a quelques années à la Société Philharmonique de Londres que tu allais leur composer un concerto. Ce serait pas mal que tu t'y mettes. Et il va le faire, ça va le sortir de sa dépression, et c'est le deuxième concerto de Rachmaninoff. Et quand vous écoutez ce concerto, qui à mon sens est bien, c'est le meilleur, hein, les gens préfèrent le troisième parce qu'il est plus virtuose, mais je m'en fous que ce soit plus virtuose, le 2 est superbe. Quand vous écoutez ce concerto, moi ce que j'entends, c'est une réconciliation avec Tchaïkovski, parce qu'au début, il montre tout ce qu'il sait faire au piano, surtout dans le troisième mouvement, il montre qu'il n'a pas du tout besoin de l'orchestre, que le piano peut tout faire, c'est chaque fois que l'orchestre fait un truc, le piano le refait derrière en beaucoup plus chiadé, et à la fin, ça ressemble énormément, c'est-à-dire quand tout le monde se rassemble, ça ressemble énormément à la première symphonie de Tchaïkovski, donc celle-là vous l'avez aussi, là bref, et alors, où est-ce que je veux en venir avec cette histoire-là? C'est que j'avais eu un débat il y a quelques années avec un pote, où je lui avais raconté, je ne sais plus si c'était cette histoire-là, ou en tout cas une histoire similaire, qui m'avait dit, mais je m'en fous en fait. Moi, c'est j'écoute de la musique, ça me plaît, ou ça me plaît pas. Qu'est-ce que j'en ai à secouer de connaître l'histoire du docteur qui l'a soigné quand il était triste? D'abord, il était gentil, d'abord, il n'était pas triste, il faisait une dépression, c'est un vrai truc sérieux, quoi, donc on va s'étendre un peu. Et c'est une vraie question qui se pose, parce qu'il y a effectivement plusieurs façons d'entendre, c'est là le lien avec la blague d'avant, il y a plusieurs façons d'entendre la chose. On peut simplement écouter la musique, et aimer ou pas aimer, si on n'aime pas, bon, fin de l'histoire. Si on aime, on peut la réécouter, pas chercher plus loin. On peut aussi aller chercher plus loin et entendre vraiment au casque pour entendre vraiment toutes les petites subtilités, tout ça. On peut même, si on lit le solfège, aller lire les partitions et se rendre compte que là où on entendait juste en fait il y a 80 notes au piano. On se dit, ah quand même. Mais si vous avez l'occasion, regardez les partitions, même si vous savez pas lire le solfège, regardez les partitions piano du deuxième concerto de Rachmaninoff, ça fait peur. C'est qu'à un moment donné où on entend pas, il fait oui, on se dit bon bah Jerry Lee Lewis, le gars il fait comme ça. Non, ce sont des notes précises qui sont jouées. C'est des huitièmes de croche, des 16e de croche, ça n'a aucun sens. Et donc on peut creuser, et après on peut même aller plus loin et connaître l'histoire, le contexte, et savoir que le gars s'était frité avec Tchaïkovski, qu'il avait fait sa dépression, tout ça. Et ça en fait, pour moi, c'est très bien illustré par cette histoire que je veux vous raconter, donc que je voulais vous raconter depuis le début. C'est l'histoire de Feynman, avec un pote à lui, dont j'ai absolument pas le nom non plus, on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler Stéphanie, hein. Qui était artiste, peintre, sculpteur, et qui tient genre, donc Feynman, je vais situer Feynman dans 2 secondes, quand même, si, puis moi ça va m'occuper du temps, c'est bien. Donc Richard Feynman, grand physicien, prix Nobel de physique, hein, qui a révolutionné la mécanique quantique grâce à des diagrammes qui simplifient absolument tous les calculs. Le mec est sans doute un des meilleurs vulgarisateurs de sciences au monde, sachant en plus que le gars est un expert. Je pense que c'est le gars, il est au même niveau que Faraday en gros. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il est loin devant, à mon sens, il est loin devant même Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson et des gens comme ça, qui sont déjà eux très très loin, hein. Ils sont très perchés. Pour la petite anecdote aussi, le gars c'est un peu un rigolo. Il y a 2 anecdotes qui racontent ça très bien. Il y a une fois, donc le mec il faisait ses conférences dans une université américaine, et puis un jour il s'est dit tiens, j'ai envie de faire mes conférences sur la mécanique quantique en Amérique latine. Et je ne parle pas un mot d'espagnol. Je ne veux pas le faire en anglais. Donc je vais apprendre l'espagnol. Le mec en 1 mois ou en 2 mois, il a appris l'espagnol suffisamment bien pour pouvoir tenir des conférences de mécanique quantique, et répondre aux questions du public, pour aller faire des conférences au Brésil où on parle portugais. Voilà. Le gars était pas tout le temps très clair. Le gars, le soir, il jouait du Congo dans des clubs de striptease, ensuite il fumait des spliffs avec ses étudiants. Non, mais le gars, c'est un personnage. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a participé au projet Manhattan, donc le projet ultra secret où ils ont fabriqué la première bombe atomique, où lui, comme il adorait crocheter des serrures, ce qu'il faisait, c'est que la nuit, il allait dans les bureaux des généraux militaires. Tout ça, c'était bien sûr chapeauté par l'armée, c'était très très sérieux. Il ouvrait les coffres-forts des généraux militaires, et puis il laissait des petits messages, genre coucou. Le gars aurait pu être fusillé 3000 fois. Voilà. Et à l'époque, il avait genre 25 ans, quoi. Je veux dire, et donc, sur les dernières années de sa vie, pour le coup, vraiment, il devait avoir, je sais pas, peut-être une 60aine d'années, une 50aine d'années par là, je sais pas précisément, encore une fois, j'ai pas préparé. Et donc, et ça, je crois que Dirty Biology en a parlé dans une de ses vidéos, cette histoire sur la beauté. Ouais. Voilà. Où il disait, voilà, donc avec cet artiste qui lui disait, ouais, de toute façon, vous les physiciens, vous êtes des nazes, vous détruisez tout ce qui est beau. Comment ça on détruit tout? Ben ouais, ben regarde, moi par exemple, voilà, moi je suis un peintre, un sculpteur, je vois une jolie fleur, une rose. Hein.
Je sais dire, elle est jolie, elle a des jolies courbes, des jolies couleurs, elle sent bon, au toucher, c'est doux, c'est machin, les épines, aïe, ça pique. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Vous nous faites check, ouais, les pistils, les étamines, les machins, on s'en fout, quoi. Et Feynman n'était pas du tout d'accord. Il dit, attends, en quoi est-ce que le fait de savoir plus de choses peut enlever de la beauté? Il dit, moi je trouve beaucoup de beauté à la complexité de la fleur, la façon dont les pétales grandissent, la façon dont il faut des insectes pour aller choper le pollen, pour aller polliniser ailleurs, etc. Je trouve ça vachement beau. Et ils ont fini par plus ou moins se mettre d'accord en se disant, bon ben ce qu'on va faire, c'est que moi Richard Feynman, je vais t'apprendre les rudiments de la physique, et toi, Stéphanie, tu vas m'apprendre les rudiments de l'art. Et donc ils se sont enseignés chacun le truc. Mais le fin mot de cette histoire-là, c'est que aucun des deux n'a particulièrement raison, en fait. On peut totalement simplement se contenter d'apprécier la chose pour ce qu'elle est, on peut chercher à comprendre. En revanche, là où je suis d'accord, c'est que le fait de chercher à comprendre ne va pas enlever de la beauté à la chose. C'est pas comme avec la magie. Vous avez déjà vu des spectacles de magie? Voilà. Si vous kiffez la magie, si vous adorez voir des tours de magie, n'apprenez jamais la magie. Moi j'ai pris des cours de magie, j'ai appris la magie, je suis plus capable de regarder un tour de magie. Parce qu'on voit des tours qui sont fabuleux, et puis on se dit, ah en fait elle est dans ta main, quoi. Hein? Là pour le coup ça casse la magie. Sans mauvais jeu de mots. C'est un vrai truc, c'est-à-dire que, pour le coup, je sais plus où j'étais rendu. Oui, la magie. S'il y a un tour que j'ai jamais compris, si quelqu'un là, voilà, je lance un appel, si quelqu'un a la solution de ce tour-là, il faut me l'expliquer. C'était à l'époque, c'était Danny Larry, je crois. Je sais pas pourquoi. Lui, je me rappelle de son nom, tiens, voilà. Le mec qui passait chez Patrick Sébastien. Oh, c'est génial. Voilà. Et donc il faisait des tours. En plus c'est super chiant parce que quand vous faites un tour chez Sébastien, si Sébastien vous parle pendant que vous faites votre tour, donc vous avez besoin de concentrer les gens, de machin, et tu fais ouais, vas-y, montre tes couilles. Non. Et en fait ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait, de mémoire, hein, je vous dis de mémoire, je sais pas si c'était une planche, mais je crois que c'était une personne qu'il avait genre hypnotisé, mis sur des tréteaux, on s'en fout. Imaginez juste que c'est une planche sur des tréteaux. Et il arrive comme ça, et il sort un espèce de grand tissu noir opaque, qu'il met devant lui, et on voit juste ses pieds qui dépassent. Et il dit, vous savez, pour faire un tour de magie, il n'y a pas besoin de faire des trucs ultra compliqués. Et il prend le tissu, il le passe de l'autre côté de la meuf, qui était allongée au bout de la planche, peu importe, et en fait, il suffirait simplement de faire quelque chose d'à peine visible, et il enlève le tissu et il est devant. Ses pieds sont restés visibles tout le temps. Et ça passe tellement tout seul que les gens n'ont même pas réalisé ça. Les gens mettent 4 secondes à faire genre. Hey! Il y a un problème topologique là, les gars. On peut pas passer au travers des gens. C'est pas possible. Et on n'a pas quitté ses pieds, on n'a pas machin. Voilà, si quelqu'un a la solution de ce tour-là, ça m'intéresse. Je n'ai jamais compris. Il y a plein de tours, je regarde, je me dis bon, okay. Oui, il y a des câbles, machin. Super. Oui, tu voles, bravo. Et le mec, à un moment donné, on voit qu'il pendouille comme ça. On se dit tiens, c'est marrant, c'est comme s'il y avait quelque chose qui te retenait juste là. Hein? C'est étonnant. Copperfield faisait ça très très bien pour le coup. Copperfield, on voyait rien. C'était des câbles. Désolé. Spoiler. J'en suis où? Et en fait, je me rends compte que j'ai commencé depuis 4 minutes, je suis oh merde. Parce que là, pareil, je sais pas quel va être le prochain train que je vais prendre dans la suite. J'étais sur la magie. Mais bon, toujours est-il que ce truc-là, à mon avis, ça tient à un détournement d'attention. Le fait que les gens ne réalisent pas ce qui s'est passé. Et toujours pour parler toujours de magie, moi j'avais vu un magicien, alors s'il y en a qui traînent du côté de Paris, qui vivent à Paris ou qui vont à Paris de temps en temps, je vous invite à aller visiter Place du Marché Sainte-Catherine. Il y a un bar cabaret qui s'appelle le Double Fond, où il y a des spectacles de magie en bas, en close-up. Mais quand je dis en close-up, ça veut dire que le magicien est là, vous êtes là. C'est cette distance-là. Vous pouvez lui mettre la main sur la tête, ne le faites pas, mais vous pouvez. Et il fait un tour qui est ultra classique avec, vous savez, il a des espèces de gobelets opaques, et il met une bille dedans. Et ensuite il enlève et la bille est plus là et elle est réapparue de l'autre côté. On l'a déjà vu 3000 fois. Sauf que le gars, au bout d'un moment, il finit, et en fait il retourne les gobelets, il montre que les gobelets sont pleins, ils sont pas creux. À la place des billes, en fait, c'est des oranges. Et en fait, il y en a 5 maintenant. Au début, il y en avait 3, maintenant il y en a 5 sur la table. Et on n'a rien vu. Et moi, je le connaissais, le gars, parce que j'avais pris des cours chez lui. Je lui disais, mais Dominique, jusqu'à quel point tu peux aller où les gens se rendent compte de rien? Il me fait, bah écoute, viens ce soir, on va le refaire et tu vas voir. Et donc il a refait le truc, et puis à la fin du tour, il a mis une chaussure sur la table. Les gens n'ont rien vu. C'est-à-dire que c'est juste à la fin, il met tout ça, puis d'un coup il fait 1, 2, 3, 4. Et là les gens réalisent.
Ça pour dire que c'est pas si... Quand on sait faire, c'est pas si difficile que ça de détourner les gens de l'attention. Donc le message sous-jacent, c'est soyez attentifs. Voilà, voilà. C'était un communiqué du service de la route, de la protection des civils. Enfin bref, je sais pas où je suis rendu. Je sais pas si je referai cet exercice. C'est super dur en fait. Je m'étais dit, ouais, tranquille, pas de problème. Si, merde. Là, j'ai eu une idée, je me suis dit, c'est bon, et en fait, elle est repartie. Ça, c'est pas bien. Qu'est-ce que je dis? Attendez 2 secondes. J'étais en train de dire, oui, c'est un service, c'est compliqué, machin. Soyez attentifs. Oui, juste. Transition hyper facile. Juste, est-ce qu'il y en a qui étaient déjà à Frames l'année dernière ou l'année d'avant? Oui. Ah, pas mal quand même, mais il y en a plein où c'est le premier Frames. Ouais. Ceux dont c'est le premier Frames, est-ce que ça vous plaît? Oui. Ouais. Les autres? Ouais. Grosse ambiance. Hein, ouais, c'est bien, ouais. Oui, c'est bien. C'est génial. Oui. Mais c'est bien, ça nous remet un petit peu, dans nos pompes. C'est comme là, je me pensais, moi j'ai déménagé, donc j'ai enfin quitté Paris. Je suis désormais à Strasbourg. Et alors, je vais juste faire un tout petit truc là-dessus. C'est que, du coup, je suis parti à Strasbourg pour avoir une maison avec un jardin. Et en fait, moi qui viens de Paris, à la base je viens de Strasbourg, mais ça fait 18 ans que j'habite à Paris, j'ai l'impression d'avoir un château, j'ai presque honte. J'ai l'impression genre, waouh, littéralement, au métrage près, hein, littéralement mon ancien appartement tient dans mon salon. Et je me suis dit, mais putain, c'est gigantesque. Et là où je suis un peu rassuré, c'est que j'ai des potes de Strasbourg qui sont venus voir ma maison. J'ai fait, t'as vu le salon? Il fait, ouais, c'est bien. Genre, bah quoi? Ouais, c'est un salon, quoi. Donc ça va, je me dis, bon, c'est rassurant, faut juste que je m'habitue mes yeux. Pendant le temps d'adaptation, j'ai l'impression, genre, je veux faire chez moi. Où est la chambre? Je ne sais pas. Je vais dormir là ce soir. Voilà. Et non, Frames, alors pour le coup, moi, c'est la 2e fois que je fais Frames. Je trouve ça vachement... L'année dernière, j'avais fait aussi une conférence avec Digression, mais pour le coup, elle était préparée. Donc désolé pour ceux qui n'ont pas vu. C'était beaucoup mieux que ce soir, je vous le dis. Mais c'est moi ou cette année, c'est très très politique? Quoi? J'ai l'impression que cette année, les sujets sont très très politiques. Pas chez nous, mais... C'est peut-être que moi, alors. Hein. Ouais. Voilà, parce que j'ai l'impression, parce que moi, j'ai assisté à quelques tables rondes, à quelques machins, etc. Puis à chaque fois, c'était l'engagement de tel, machin. Je me rendais pas compte, en fait. Parce que moi, je suis totalement apolitique. Enfin, dans ma vie perso, je fais des trucs politiques comme tout le monde, hein, des actes, machin, mais pas du tout en vidéo. Et du coup, je me demandais si ça se ressentait, ça se ressent pas, c'est cool, donc c'est moi, c'est surtout moi, tant mieux. Tant mieux si ça n'est que moi. On en est à combien de temps là? Parce que là pour l'instant, je veux juste que ça ne devienne pas une torture pour vous. Moi ça va, je tiens. Hein. Ça, cool. Pour vous ça va? Bah, nickel. Mais maintenant sans déconner, c'est intéressant ou... Ouais. Bon, bah, je continue alors. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on... Je sais pas du tout de quoi parler maintenant. Voilà, parce qu'il y a un truc, oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire dès le début, c'est que du fait évidemment que la conférence est totalement improvisée, hein, vous voyez, rigolo, faut pas vous attendre à ce qu'à la fin il y ait une conclusion qui vienne rattraper le truc en disant voilà, donc évidemment, tout ça c'était pour dire que restez curieux et prenez le temps d'y penser. Voilà. Merci. Merci. On peut applaudir, il y en a un qui connaît le punchline. Pas trop, c'est quand même pas un artiste. Voilà, donc, et ça, c'est mine de rien, moi, en vrai, le truc qui me faisait peur avant de faire cet exercice-là, c'était pas de faire l'exercice, c'était de me dire comment je vais m'arrêter. Je vais pas juste faire une phrase, il est l'heure, merci. Je me dis, ça va être un petit peu abrupt. Abrupt. Bref. Je vais pas parler du mot abrupt, parce que là, ça fait vraiment le mec qui sait plus quoi parler. Alors voilà, vous avez vu, donc ici, c'est un sol. Il y en a un qui a dit, t'as qu'à parler de chips. Je peux pas, j'ai rien à dire sur les chips, quoi. Oh. Tesla. Ouais, Tesla. Ah ouais. Alors, du coup... Tesla. Du coup, ok, je vais vous raconter quelque chose sur Tesla, mais je ne veux pas vous parler de si ça vient Tesla ou pas, parce que je veux pas que ça se transforme en FAQ. En vrai, je vais vous le dire. En vrai, alors, soyez pas impatients, ça arrive pas en 2018 et vraisemblablement pas en 2019. Bref, Tesla. Ce qu'il faut savoir, tiens voilà, un truc peut-être vous ignorez. C'est que le premier job payé par Tesla, c'était à la Edison Company. C'était à Strasbourg. Ah ouais? C'était quand il était là-bas qu'il a inventé le moteur à induction qu'on considère comme une des 10 meilleures inventions de l'humanité. Parce que pourquoi pas? C'était, oui, effectivement, le moteur électrique à induction, c'est comme... Oui, ça a de la gueule. Et en plus, ce qui est marrant, c'est quand on le regarde, on se dit, mais... c'est tout con, quoi.
Bah oui, c'est tout con, mais fallait le faire. Fallait y penser. C'est la roue aussi, c'est tout con. Quand on en voit une, on se dit bah c'est juste rond. Ouais, bah c'est toi qui l'as inventé, non? Bah alors ta gueule. Je sais plus si c'est les Mayas ou les Incas. Qui l'avaient pas? Voilà. Voilà, donc en Amérique latine, donc les Mayas, les Incas, les mecs, ils ont fait le Machu Picchu, ils ont fait des trucs de fous, ils ont fait des viaducs, ils n'avaient pas la roue. J'ai dit mais les mecs, comment est-ce qu'ils faisaient pour transporter des trucs? Ils se démerdaient. À l'époque, c'était des vrais. Ils ont tous chopé la variole. Conquistador qui est arrivé, bonjour, pardon, bam. Ah, c'est dommage. Bah, comment dire, à la limite, tant mieux pour vous, on venait pas en paix. On venait pour vous apprendre la vie. C'est bon, il est mort. Mais c'est incroyable de se dire que les gars n'avaient pas la roue. Je sais. Comment? Alors c'est peut-être pas pratique en montagne la roue, mais quand on veut construire un temple avec des rochers de 2 tonnes, à un moment donné, ça aide. Avec des lamas, tu m'étonnes qu'ils soient fâchés. Combien de tonnes? Vas-y, on va. Je fais hyper bien le lama. Donc, qu'est-ce que je pourrais raconter sur Tesla, un truc un petit peu marrant? Ou alors peut-être péter une contre-vérité sur Tesla. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Tesla était misogyne, c'est faux. Tesla aimait beaucoup les femmes, sauf qu'il considérait qu'il aimait tellement les femmes que être amoureux l'empêcherait de bosser. Ouais, d'accord. Ok? C'est pas faux, hein. Du coup, il a fini sa vie avec un pigeon. Quoi? Ça, c'est vrai. Les dernières années de sa vie, il s'intéressait plus aux pigeons qu'aux humains. Il disait qu'il aimait plus les pigeons que les humains. Et il y a eu un pigeon qu'il aimait tout particulièrement. Et quand il est décédé, le gars a fait une dépression et puis ça a fini par le tuer. À la fin d'un des plus grands génies de l'histoire. Non! Mec, mais t'as sauvé t'as électrifié le monde. Ouais, mais. On s'en fout, c'est de la merde, ces oiseaux-là. Pas trouvé un côté. Pigeon. Nikola Tesla. Voilà, c'était. Alors, il y a un film qui va sortir. Ça, je suis très très énervé. Ouais. Et en même temps, je suis très impatient. Il y a un film qui va sortir avec Benedict Cumberbatch dans le rôle d'Edison. Et je sais plus comment il s'appelle l'acteur qui joue le rôle de Tesla. C'est un acteur que j'aime bien en plus. Je me demande si c'est pas l'acteur qui jouait dans Skins et qui jouait aussi dans les X-Men, la première génération, de la bête, enfin le Beast. Je sais plus comment il s'appelle en français. Le faux. Le fauve, voilà. Comment? Je crois que c'est lui qui fait Tesla. Il n'a pas de moustache, il n'a pas de gants dans la bande-annonce, moi ça m'a fait genre. C'est sûr que c'est lui? Oui, puisque l'autre de le Tesla! Et j'ai l'impression que ça fait passer Edison pour. Enfin, c'est une version très américaine, non, donc Edison pour un grand génie qui a tout fait, tout vu, tout inventé, malgré tout ce que les gens lui mettaient des bâtons dans les roues, et que Tesla était un fauteur de troubles. Ce qu'il était. Tesla était un fauteur de troubles, il n'y a pas de litige là-dessus. Mais bon, Edison, à part avoir inventé le gramophone, il n'a pas fait grand-chose. C'est dur de dire ça parce que Edison, quand même, Il y a un nom. je crois qu'on estime qu'il y a plus de 500 inventions à son nom. Bon, plus de la moitié sont en fait des inventions de Tesla. Et parmi les autres, il y a des inventions en fait où c'est lui qui a déposé, mais c'était des employés à lui qui ont fabriqué, puis c'est lui qui a les déposé. C'est pas lui qui a fabriqué. C'est comme il y a cette fameuse phrase de Tesla, d'Edison, où il dit oui, il a fallu que j'invente 1000 ampoules qui ne marchaient pas pour en faire une qui marchait. C'est faux, mec, il a fallu que tu fasses faire 1000 ampoules qui marchaient pas pour racheter les droits d'une ampoule qui marchait à un Hollandais dont j'ai oublié le nom. C'est con, j'aurais bien aimé parce que là, pour le coup, ça claque quand on connaît le nom du mec. Ça fait pas genre une histoire que j'ai sortie de mon chapeau. Je sais pas. Voilà, Edison. Et il était très bien à côté de ça. Hein. Edison, c'est un très très bon homme d'affaires. Et si vous voulez, si je devais faire une comparaison un peu sale, j'annonce, hein. Edison, c'est un peu. Ah putain, c'est vraiment sale. Ah là là, il va dire Jules. Allez, je vais dire, c'est un peu un Bill Gates. J'ai failli dire un Steve Jobs, mais non. C'est un peu un Bill Gates. Tesla, c'est plus qu'un Wozniak. C'est... comment il s'appelle le gars qui est décédé il n'y a pas très longtemps, à peu près en même temps que Steve Jobs, qui a inventé le langage C. Comment? Richie Dennis, exactement. Ah, et ça m'étonne, franchement je suis un peu déçu par la salle. Wow. Vous connaissez pas tous l'inventeur du langage C? Malheureusement. Merci, hein, parce que c'était voilà. C'est
Oui, moi, je suis toujours très content que Internet ait ramené Tesla un petit peu à la vie, même si souvent c'est pour parler d'énergie libre ou de rayon de la mort. Oh putain, c'est une connerie, là. Voilà. Ou pour parler de pigeons, et bon là c'est vrai, donc on va pas dire grand chose. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas une invention actuelle qu'on ne doit pas de près ou de loin à Tesla, quoi. Le micro là marcherait pas sans Tesla, l'enceinte marcherait pas sans Tesla, les lumières marcheraient pas sans Tesla. Voilà. Ouais, le Après c'est retrouvaille. très indirect, hein, parce que d'un coup on peut se dire ok, bah, tout ce qu'on branche à une prise électrique, il y a eu besoin de Tesla. Ouais, le retrouvaille. Mais il y a tout ce qu'on ne sait pas, c'est que la radio qui a été inventée par Marconi, en fait, c'était une radio qui ne marchait pas, qui contenait 17 composants brevetés par Tesla. Parce que Tesla avait déjà fabriqué une radio qui marchait. Voilà. Sérieux, putain. Ah oui, non, oui, sérieux, Tesla c'est un fou furieux. Il y a eu une grosse exposition, pas une exposition universelle, mais un truc quasiment du même genre, je crois que c'était en 1899 à New York, où il voulait montrer justement l'importance des ondes radio dans les communications, tout ça. Donc il a fait faire une espèce de grand aquarium dans lequel il a fait un sous-marin téléguidé. Ça, déjà, les gars avaient jamais vu de leur vie un sous-marin téléguidé. Je sais pourquoi. Les gars n'avaient pas l'électricité, les gars ils s'éclairaient au gaz, enfin, et l'autre il fait voilà, regardez. Faut imaginer quand même. Ça fait brûler. C'est comme si le gars s'était pointé avec un drone. Ouais, DJI, je l'ai appelé. Bientôt on pourra livrer des paquets avec Amazon, vous verrez, vous verrez. C'était assez fou. Et voilà, je vais pas en dire plus sur Tesla, j'ai l'impression à chaque fois j'ai l'impression de teaser les gens quand je parle de Tesla et j'ai pas envie de ça. Parce que, alors, ce que je peux vous dire, voilà, Tesla en fait, le problème, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vidéo de Tesla qui est sortie sur la chaîne? Pas encore, parce que j'ai vraiment envie de faire un truc très bien. Et que ce truc très bien nécessite de faire vraiment toute une partie qui est quasiment de la fiction en fait. Avec des décors, des comédiens, des machins et tout, et des lieux fous. Je vais prendre un exemple tout con. La première centrale hydroélectrique, donc la première centrale à partir d'un barrage qui a fabriqué de l'électricité alternative, donc conçue, mise au point par Tesla, c'était au sud du Niagara. Un tout petit peu en amont, genre 100 mètres avant les chutes que vous connaissez, hein, celle de Superman 2. Mais on a les références qu'on a, hein, je suis désolé. Et donc, et moi j'ai envie de pouvoir tourner là-bas. Pouvoir tourner au sud du Niagara. Sans avoir des touristes dans le champ. C'est un peu compliqué. C'est faisable, hein. Ça coûte un peu de pognon. Ça coûte un peu de pognon. En plus, c'est un tournage extérieur, c'est-à-dire qu'en plus, il faut qu'il fasse beau ce jour-là. Hein. Il ne s'agit pas de craquer 50 000 balles pour avoir les droits, et en fait, il pleut et on peut rien faire, et voilà, et je peux juste pleurer. Non. Donc, il y a des trucs que j'ai envie de faire pour Tesla. Je suis à peu près certain que ça se fera. Et puis, si j'arrive pas à faire ça, au bout d'un moment, j'en aurai ras le cul et je ferai 100. Je ferai la méthode JDG, c'est absolument pas péjoratif ce que je dis. J'adore JDG, mais je mettrai le gage en voix avec derrière un écran où on voit le sud du Niagara. Oh, attention, l'électricité, ça vient. Voilà. En plus, je suis sûr que les gens kifferaient beaucoup plus que de voir un plan ultra stylé en drone au-dessus des chutes du Niagara. Les gens diraient, ouais, bah, en fait, il a pris une image de stock. Pas du tout, c'est moi qui l'ai faite, cette image. Ouais, on s'en fout, voilà. Tout ça pour ça. On a attendu 5 ans pour... On voit l'ombre du drone par terre. Ça, on me la fera, celle-là. On voit l'ombre du drone par terre. Vous êtes des chiens. Vous ne me méritez pas. Ça, c'est un truc que je peux vous dire, voilà, en ce moment, c'est un peu la tendance pour les youtubeurs de pleurnicher un petit peu sur leur sort. Ne manquez pas demain notre table ronde, le burn-out des youtubeurs. C'est un peu, ouais, en ce moment, c'est un peu le dada de pas mal de youtubeurs de pleurnicher en disant ouais, de toute façon, dès que je sors une vidéo, YouTube ne notifie pas les abonnés, les gens mettent des pouces rouges, ils ont dit ouais, ça fait trop longtemps, c'est pas pour ça que je me suis abonné, je me désabonne, ta gueule, enfin, voilà. Plus les gens qui mettent first. Pourquoi? Il y a déjà quelqu'un ici qui a mis first. Pourquoi? Je peux savoir pourquoi? J'avais monté la vidéo. T'avais quoi? J'avais monté la vidéo du gars en question. Ah, mais d'accord, ok. Alors, moi aussi, ça m'est déjà arrivé de mettre first sur mes propres vidéos. Pour faire chier les mecs qui mettent first. Mais ça sert à quoi, genre first? Voilà. C'est comme si, genre, c'est comme si, voilà. C'est comme si maintenant je disais, on va projeter un film, donc la salle est vide, faites entrer les gens, le premier qui rentre, tu fais Prums! Et pire que ça, c'est que le deuxième qui rentre a pas vu le premier, il fait Prums! Et le troisième, pour pas avoir l'air con, il dit Prums, parce qu'il se dit que Prums, si elle se engueulée, il dit Prums. Les mecs qui mettent first, F-E-U-R-S-T, genre, c'est bon, ça va passer.
F-I-S-T-R. Oula. Ça ne... Non, ça marche pas. Moi, j'ai pris toutes les combinaisons de lettres, j'ai dit, mais ça dégage. Puis j'ai enlevé la règle parce que c'était chiant. Oui, donc, là, vous voyez, j'ai perdu le fil de mes pensées. À la base, je disais, en ce moment, c'est un petit peu la tendance de pleurnicher. Parce que j'allais pleurnicher, justement. Je sais plus à propos de quoi. Tellement de sujets... Oui, Les drones. le drone, merci. C'est un truc... Ayez conscience, s'il vous plaît, j'essaye de sensibiliser tous les spectateurs un à un. Ou un à une, ou une à une, ou une à un, voilà. Sur un sujet. Des fois, on fait des vidéos avec un plan ultra stylé, qui nous a pris un temps de fou. Un effet spécial de malade. On a utilisé le dernier plugin de Video Copilot, Andrew Kramer. Il ne voit pas. Et on fait un plan ultra stylé, et puis d'un coup, c'est... Il y a des reflets là sur le mur du fond, c'est quoi les taches floues là? Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Dans RL3, vous savez à combien de personnes j'ai répondu? C'est pas des taches floues, c'est le reflet des lumières. Ah, c'était le reflet des lumières. C'est le reflet des lumières du plafond. Eh, je me suis demandé toute la semaine. Non? Oui? Il y a deux taches depuis le truc. Sur la PC, il y a deux taches. On dirait que le plan est si dégagé. Mais attends, mais il y a pire que ça. Moi j'ai dit à quelqu'un, ce sont les reflets des lumières, il m'a dit non. Le mec m'a dit non. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de tourner, parce qu'on n'est pas débile, attendez, on a fait des réglages et tout, donc avant de tourner, quand on a fait les réglages lumière, il y a mon cadreur, Jocelyn Bergia pour le nommer, qui me dit juste que tu saches, on voit des reflets là, des lumières sur le mur parce qu'il est un peu brillant. Si tu veux, on peut le matifier. Je dis bah non. Pour les personnages qui sont dans la pièce, la lumière elle vient bien du plafond. Donc du coup, les reflets, il les voit ces reflets. Puis en même temps, ça pose cette question pendant tout le truc de savoir si la pièce est réelle ou pas. C'est comme le fait d'avoir mis des petits défauts dans les plaintes, dans le papier peint qui n'est pas super bien collé, tout ça, ça pose la question pendant toute la saison de se dire mais c'est une vraie pièce, c'est pas une vraie pièce, voilà. Et donc ouais, j'étais super fier d'avoir décidé de laisser ces taches floues Oh là là. qu'on aurait pu enlever hyper simplement. C'était un spray, hein, c'était genre... C'est bon. Voilà. Et j'ai eu, mais sans déconner, des centaines de commentaires là-dessus. Sur chaque épisode. Pourquoi c'est tache floue? Et des fois, la même personne sur chaque épisode. Si la même personne se dit, il n'a pas vu mon commentaire sur l'épisode 2. Manifestement, il l'a pas vu sur l'épisode 3. Je crois beaucoup à l'épisode 4. C'est quoi les taches floues? Il y a quelqu'un qui répond, il a déjà dit sur l'épisode 1, en fait, c'est les reflets de lumière. Merci, mais je veux qu'il me le dise lui-même. Bah, c'est les reflets des lumières. Non. Voilà. Je voudrais savoir à quel moment est-ce que ça devient du troll, cette histoire. On va pas se mentir, à un moment donné, ça devient du troll. Voilà. Et je viens de regarder ma montre. Il est 17h06. Ça termine à 17h15. Ah ouais? Est-ce que vous voulez? Oui. C'est vous qui voulez. Oui. Me donner 50 €. D'accord. Une bière. Alors commence. Voilà. Est-ce que vous voulez juste qu'on échange 2-3 questions vite fait ou je continue? Non, continue. Continue. Merde. Aristote, allez. Chais. Strasbourg, non? Je sais pas quand c'est revenu à la mode ce chais. Moi non plus, je savais pas d'ailleurs. C'est revenu à la mode. Donc je pense que d'ici 2-3 ans, Zama va revenir à la mode. Et les gens diront Zarma. Non. C'est pas Zarma, c'est Zarama. Mais voilà, mais c'est vrai. Chais. Voilà. D'accord. J'étais petit. C'est revenu grâce à une vidéo de Masqué. De qui? Masqué. Masqué. Je sais pas qui c'est. C'est un youtubeur qui fait. Mais il dit chais. Bah, en gros, dans une vidéo, il reprend des rappeurs, il voit ce qu'ils font, comment ils les font. Enfin, Tout le comment monde ils entend ou font, pas? Attendez. Vas-y, il reprend des rappeurs, tout le monde. En gros, il reprend des rappeurs, Je le il tiens, voit t'inquiète. comment ils font leur son, etc. Il refait ce son et il se lance une punchline à lui-même parce qu'il a un personnage fictif et il dit chialer à ce moment-là. Et du coup, c'est resté. Il a un personnage fictif, tiens donc. Voilà. Il se lance des punchlines à lui-même, tiens donc. Et donc il dit chais. Voilà. D'accord. Et vu que ça a été dans les tendances. Ah, les fameuses tendances. Il est pas que je parle pas des tendances. Non. Je refuse de parler de des tendances. C'est Est-ce que bien. vous avez vu, ça n'a rien à voir avec les tendances, est-ce que vous avez vu la vidéo de Nozman avec Assis sur la géode? Ouais. Est-ce qu'on est d'accord qu'elle est beaucoup mieux que la première qu'ils ont faite où ils répondaient à des questions et on se disait... Surtout jeune. Ok, oui, l'intérêt, on sait, merci.
Vous savez, sur les géodes, elle est très sympa, je trouve. Elle est cette pas vidéo. ronde. Elle est ellipsoïdale. Voilà. Oui, voilà. Ok. D'accord. Et c'est marrant parce que moi, franchement, alors, je vais être honnête avec vous, ça reste entre nous. L'ouverture de Géode, j'en ai rien, mais alors rien à battre, quoi. Tada! J'en ai mais rien à secouer. Et regardez, c'est exactement comme tous les autres cailloux qu'on a ouverts. Dedans, il y a des cristaux et c'est joli. Mais là où ça m'a fait plaisir, c'est que Nozman, c'est vraiment son truc. C'est vraiment un truc qu'il aime bien. Et du coup, ça faisait vrai vidéo naturelle, etc. avec Astier, c'était cool. Et puis pour ceux qui ont vu le générique, si on voit cadrage Nil Astier, son Ethan Astier. On en parle un peu de l'exploitation des enfants là ou pas? Ils ont genre 13 ans et 11 ans, hein, si je ne m'abuse. Mais c'est cool du coup, on sent que cette vidéo elle a été faite, que ça a été un plaisir, du coup ça m'a fait plaisir de la regarder. Je n'aime pas plus que ça les trucs de Géode, en tout cas c'était sympathique à regarder. Et je suis à peu près certain qu'elle va pas monter plus que ça dans les tendances. Voilà. Comme ça j'ai quand même parlé des tendances. On va prendre la dernière question. Tiens, on va faire un truc à l'envers. Ah non, il y a une question. Et après je vais faire un truc à l'envers, c'est que j'ai jamais posé moi une question. Et j'entendrai votre... Vous vous concerterez, vous me donnerez votre réponse unique. On t'écoute. Il y a un peu un running gag qui existe sur toutes les explications de texte qu'on fait sur les grands auteurs. On essaie de trouver les significations de plein de petits trucs, alors que peut-être qu'en fait, ils n'ont rien fait exprès. Est-ce que c'est un truc qui arrive énormément sur les vidéos où les gens essaient de trouver des significations cheloues Alors sur RL3, oui. Et il y a eu un truc qui était fabuleux, c'est qu'il y a un moment, je sais même plus, je pourrais le retrouver, mais il y a un moment dans la série où les personnages, donc ils sont déjà 6, en fait, ils sont complets sans Alex. Spoil, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, tant pis, voilà, vous avez eu le temps depuis, c'est gratuit en plus. Vous auriez pu regarder, ça fait plaisir. Ça fait des vues, puis ça aide Netflix à comprendre qu'il faut diffuser la suite. Voilà. Donc, il y a un moment où ils sont plus ou moins assis, debout, tous éparpillés dans la pièce. Il y a quelqu'un qui a dessiné le contour des personnages. Je précise, à l'époque, l'épisode 7 n'est pas sorti. Et il dit, tiens, ça fait AI, IA, AI. 3 fois l'intelligence artificielle. Je sais de quoi parle la série. Et moi, ce que j'adore, c'est quand quelqu'un tombe globalement juste, mais pour des super mauvaises raisons. Ça, c'est excellent parce qu'on a envie de dire, parce qu'on dit, non, c'est complètement con ce que tu dis. Bah écoute, j'ai vu le dernier épisode, pardon, j'avais raison. Non, il s'avère que tu as eu raison, mais c'était quand même complètement con. C'est comme les cours de français, avec les textes. Voilà, c'était ça arrive, voilà. Après, moi c'est un truc que moi j'ai tendance à faire aussi, typiquement voilà, ce que j'ai fait tout à l'heure avec Rachmaninoff, c'est un truc que je fais très souvent sur la musique. Et où des fois je me dis, ouais, machin, et en fait je pense que, mec, pas du tout, ça se trouve les gars, ils ont juste dit, tiens, entre le mi et le sol, je fais quoi? Bah, mets un fa. Ah, il a mis un fa parce que le fa ça signifie pour lui que. Non, pas du tout. Et ça, on a tous eu ce problème-là au collège ou au lycée, quand on a un truc de texte en français. Le prof, il voit des trucs. Mais... Et vous avez vu, hein, il utilise un truc en velours. Et le velours, qu'est-ce que ça signifie? L'amour, évidemment. Je sais pas, il a regardé autour de lui, il y avait une chaise en velours, il s'est dit, tiens, je vais faire du velours. Non, ça marche pas comme ça. Mais comment tu le sais? Parce qu'il y a des fois, par exemple sur des poèmes, des fois on a les brouillons des gars. On voit que les gars ils ont essayé plein de mots, etc., plein de rimes, etc. Non, ça marchait pas, ils ont refait. Ok, là on peut reverse engineerer le truc. Mais des fois c'est n'importe quoi. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre, un peu comme ce que je disais avec Rachmaninoff, c'est que peu importe d'avoir raison ou tort, si ça permet d'ouvrir sur quelque chose et d'apporter quelque chose de plus. Voilà. Vous avez vu comment j'ai rebouclé? Il y a une conclusion. Ouais. Et donc, en guise de non-conclusion, voilà, me permet de vous rappeler que, donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux de lecture à tout, pas seulement les lectures, plusieurs niveaux de visionnage, plusieurs niveaux de... L'essentiel étant, encore une fois, que ça puisse vous apporter quelque chose, peu importe que vous ayez raison ou tort. C'est le principe des digressions, c'est ça. C'est que ça vous balade à des endroits où, globalement, vous n'avez rien à faire, mais c'est pas grave, ça vous apporte quelque chose. Voilà, et du coup, La question. peut-être, est-ce que on peut s'imaginer que même si le truc est improvisé, il y a peut-être plusieurs niveaux de lecture, peut-être que le truc n'est
pas si improvisé que ça. J'essaie de récupérer le coup. Peut-être que les moments où vous m'avez senti un peu comme ça perdu, en fait, je faisais exprès parce que je fais ça super bien. Vous direz la preuve, quoi. Et je vais juste regarder l'heure pour savoir si je peux finir par une question. Il est 13, on a exactement 120 secondes pour que je vous pose une question. Je vais en trouver une bien. Pas une con, parce que c'est... La dernière question, c'est souvent une question con. Big up au tatou. Mais je vais vous trouver une question. Je vais pas vous poser une question du style, est-ce que vous avez l'habitude de mettre des pouces en l'air sans qu'on le demande, etc. Pensez-y quand même. Ça fait plaisir. Si j'ai une vraie question, alors, et je veux vraiment pas du tout avoir l'air présomptueux, parce que ça va sembler un peu prétentieux, un peu con, c'est vraiment pas ça. C'est une vraie question que j'ai, c'est à quoi ça sert? Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des personnalités publiques sur Internet, vous faites pas de vidéos, vous n'avez pas un blog, tout ça, est-ce que ça vous sert à quelque chose de faire des stories Instagram? Non, c'est une vraie question. Parce que j'ai l'impression que c'est une nécessité absolue quand on communique, etc. Et je vois plein de gens que je suis comme ça qui font des stories Instagram, et je dis mais je m'en fous. J'ai un pote qui fait des très belles photos, puis de temps en temps il fait une story en disant ouais voilà, je suis en train d'aller au boulot. Un intérêt, déjà je comprends pas qu'on puisse en avoir intérêt, même si on voit Natou qui dit je suis en train de partir du boulot, je vois pas l'intérêt particulier. J'aime beaucoup Natou, je vois pas l'intérêt. Mais les gens qui ne sont pas des personnalités publiques, sur Facebook, oui, on est avec ses amis, ses proches sur machin, sur Instagram, c'est n'importe qui peut s'abonner. Ça sert à quelque chose ou pas? Et vous faites, et qui ici a Instagram et ne fait pas de story? J'ai vu plein de mains se baisser d'un coup là, donc ceux qui font des stories, il faudra qu'il y en ait un ou deux qui viennent me voir au nom des autres, vous concertez, tout ça. Puis vous me direz, bah écoute, on fait des stories parce que... Et à mon avis, la meilleure réponse, on fait des stories parce qu'on t'emmerde. On fait des stories parce qu'on a envie de faire des stories, il n'y a pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés pour faire des stories, quoi. Et je pense que ce serait une excellente réponse. Voilà. Je vous remercie.